Bonsoir à tous. On va attaquer cette nouvelle séance. Je suis vraiment ravi qu'on puisse accueillir Marie Tesson, qui est architecte et qui fait une thèse CIFRE avec l'agence SCO, mais je lui laisserai un peu plus présenter son travail. La seule chose que je voulais peut-être vous dire, c'est que sur ce chemin du design with care, on a déjà eu une approche sur la question du care et des espaces avec le géographe Michel Lusseau. Ça devait être fin mi-2019. Donc vous pouvez retrouver aussi sur le site de la chaire. N'hésitez pas, c'est un bon complément aussi, je pense, par rapport à l'intervention de Marie maintenant. Merci Marie, je te laisse la parole et moi je me remets de l'image. Bonjour à tous, à toutes. Merci pour l'invitation et l'organisation. Je suis très heureuse de prêter au jeu de ce séminaire. Je suis un peu stressée parce que c'est une première pour moi. Mais en tout cas, je suis très contente que vous soyez là. Je vais revenir juste en 2 mots sur mon parcours. Je suis diplômée de l'école d'architecture de Nantes. Et je suis passée aussi par l'université de Paris 8, où j'ai intégré le département de philosophie en master, après mes études d'architecture. Donc aujourd'hui, je suis en début de 2e année de thèse, ici au CNAM, sous la co-direction de Cynthia Fleury et de Antonella Tufano. Donc Cynthia est philosophe et psychanalyste, et Antonella, elle, est architecte et paysagiste. Et moi, j'ai vraiment ces 2 côtés-là dans le travail que je mène. Je suis en CIFRE avec l'agence d'architecture SCO. C'est une plutôt grosse agence parisienne, on est 50-60 personnes. C'est une agence qui a quelques réalisations un peu remarquables. C'est l'agence qui a fait le Stade de France en 98, qui a aussi rénové le Stade Vélodrome à Marseille. Et actuellement, l'agence travaille sur la réhabilitation de l'Hôtel-Dieu de Paris. Donc moi, je travaille sur l'éthique du care en architecture, et ce que je m'apprête à vous présenter, c'est issu de mon travail de doctorat. Donc c'est un travail en cours. Alors je vais d'abord vous préciser comment j'en suis venue à ce sujet avant de l'aborder plus directement. Donc c'est une histoire qui commence la nuit du 27 au 28 février 2010. Moi à l'époque j'ai 19 ans, je ne suis pas encore étudiante en école d'architecture. Et je vis en Vendée. Et cette nuit-là, en Vendée, il y a plusieurs événements qui se conjuguent. Déjà c'est une nuit où la pression atmosphérique est très basse, donc une nuit de grosse marée. Et la marée est pleine au milieu de la nuit. Et il se trouve qu'au même moment, il y a une tempête, la tempête Xynthia, qui va frapper la côte. Cette nuit-là, il y a beaucoup de dégâts. La dune recule énormément. Certaines infrastructures sont détruites. Et surtout, entre 1h et 5h du matin, il y a 765 personnes qui sont secourues. Et sur ces 765 personnes, il y en a 29 qui perdent la vie dans leur maison, piégées par la mer. C'est un événement marquant, choquant sur le moment. Depuis, la Vendée s'en est remise, puisqu'à la place de cette zone inondée, les élus ont décidé de faire un golfe. Et c'est pas une blague. Donc moi, 5 ans après, quand je me prête à passer mon diplôme à l'école d'architecture de Nantes, je choisis de travailler sur le risque de submersion marine sur la côte atlantique française et de prendre le cas particulier de la Baulescu-Black, où il y a un quartier qui a exactement la même configuration que celui-ci. Donc c'est des maisons de plein pied construites sous le niveau de la mer, derrière une digue, sur des terres qui n'étaient pas prévues pour être construites. Donc ça a été aussi un projet qui a été l'occasion pour moi de travailler sur le thème de l'anthropocène et du rapport de domination entre l'homme et la nature à travers l'architecture. Donc ensuite j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à travailler, et cette question de la domination de l'homme et de la nature à travers l'architecture me restait en tête, et il m'a semblé que le meilleur moyen de pouvoir continuer à y réfléchir, ce serait d'intégrer le département de philosophie de Paris 8, parce que c'est un département qui historiquement est très au courant de toutes ces questions de domination et d'émancipation. Donc là-bas, j'y ai passé 3 ans, et c'est là-bas que j'ai découvert notamment les pensées du care, puisque j'avais des cours avec Fabienne Brugère, qui est une personne spécialiste de ce sujet. Donc la manière dont j'arrive au care, c'est par le féminisme.
Donc un féminisme à comprendre comme une pensée émancipatrice qui permet aussi de faire une lecture du contemporain. Donc moi, quand je découvre les pensées du Caire, ce que j'y vois, c'est une manière de rejouer les cartes en architecture, un certain espoir pour faire autrement. Bon là, en entamant la recherche, forcément, je dois aborder un point de vue plus critique, mais en tout cas, voilà, c'est un sujet qui m'intéresse par ce biais-là. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'abord de faire un petit balayage de la notion de Caire en 3 temps. Un premier temps qui sera le temps mineur du Caire, donc depuis l'Antiquité. Ensuite le Caire comme concept majeur via les féministes américaines de la seconde vague. Et enfin le moment présent qui est un moment selon moi de Caire-washing. Ensuite, je vous propose de regarder quelles idées peuvent correspondre au Caire en architecture et de regarder des exemples concrets et de voir ce qu'on peut mettre derrière le Caire en suivant les 5 axes de John Tronto. Donc, Caire mineur, pour commencer, avec le travail de Warren Tirage, qui est un chercheur en théologie et en études religieuses. En 1995, il propose une histoire du concept de Caire, et c'est lui qui la divise d'abord en 2 temps, le temps mineur et le temps majeur. Donc ce qu'il explique, c'est qu'avant Gilligan, le concept de Caire ou de Cura n'a vécu qu'une vie de thème mineur dans la littérature anglo-saxonne et latine. Donc on en retrouve des occurrences dès l'Antiquité, mais jamais comme un prétexte à penser. C'est une notion sur laquelle on s'appuie pour parler d'autre chose, du bien, de l'âme, de l'humanité, mais pas un thème sur lequel on écrit comme thème majeur d'un livre. Dès le début, le terme Cura comprend 2 sens. Il signifie à la fois l'inquiétude, donc se faire du souci, et aussi prendre soin de quelqu'un d'autre, être dévoué, être attentif. La première occurrence qu'on peut lui trouver, c'est chez Virgile, et le Caire apparaît comme un Caire vengeur, donc on est plutôt du côté honteux, alors que Sénèque, juste après, pour lui, le Cura, c'est quelque chose de plus positif, c'est la manière d'élever les humains au niveau de Dieu dans l'accomplissement du bien. Parce que chez Dieu, le bien est parfait par nature, et chez les humains, il est parfait via le souci, le Cura. Et donc, c'est donc le Cura qui aide à devenir vraiment humain. Ces 2 sens, ils existent depuis le mythe latin de la déesse Cura. Donc, c'est la déesse du souci, et c'est elle qui façonne l'être humain. En fait, elle prend de l'argile, elle fait cette figurine, et elle l'anime, elle lui donne son âme. Et elle demande à Jupiter de lui donner l'esprit. Donc Jupiter le fait, et ils ont une dispute, parce que chacun veut nommer l'être à son nom. Donc ils appellent Saturne, qui décide de trancher. La figurine, l'être en question, vu qu'elle a été faite en argile, son corps retournera à la Terre après sa mort, alors que Jupiter lui récupérera l'esprit, et tout pendant la vie de cet être, c'est Cura, donc le souci, qui dirigera cet être, et sera nommé sous l'humus parce qu'il est fait de terre, donc l'être humain. Donc c'est le souci qui caractérise nos vies, et c'est ça qui est le liant de la société, si on suit ce mythe. Ensuite, on retrouve une occurrence avec la littérature de la consolation et du soin des âmes. Donc là, on place le souci spirituel au-dessus de tout ce dont doit se soucier l'humain. Il faut se soucier des âmes en souffrance. Donc là, c'est de nouveau Sénèque, aussi Plutarque dans l'Antiquité classique. Il y a ensuite, un peu plus tard, Cyprien et Ambroise au IIIe et IVe siècle. Donc eux, c'est sympathie pour les maux de la vie, souffrance, persécution, et il faut porter attention à ceux qui souffrent. Et ça revient au XIVe, XVe siècle, et là on glisse plutôt vers un art de bien mourir et l'accompagnement à travers la mort. Ensuite, je vais faire un bond, puisque le Caire réapparaît chez Goethe avec Faust, qui, donc là c'est sous la forme de Sorge en allemand,
Et donc, Sorgue, c'est l'éternelle compagne anxieuse qui accompagne Faust tout au long de sa vie, mais au début, il ne la connaît pas, parce qu'il est trop concentré sur lui-même, sur ses propres buts, pour éprouver du souci ou de la pitié. Mais il faut qu'il en passe par cet aspect négatif et anxieux du Caire pour pouvoir atteindre pleinement l'humanité et le soin et la sollicitude. Ensuite, Kierkegaard, donc lui c'est le premier à utiliser le care, ou plutôt le concern, la préoccupation de manière significative. Pour lui, c'est la clé de l'authenticité humaine. Donc il oppose à l'objectivité qui peut exister en philosophie et en théologie, et il se demande comment on pourrait approcher la vérité via une réflexion purement objective, parce que pour lui, il y a besoin de cette conscience et de cette préoccupation pour pouvoir avoir un rapport personnel à la vérité et au savoir. Heidegger, lui, reprend le travail de Kierkegaard, mais il essaie de l'abstractiser et d'en faire un élément de la structure basique de l'être humain. Pour lui, le cœur, c'est la raison d'être. C'est ça qui est l'humain, et tous nos actes comptent, tous nos choix, et c'est ça qui fait notre existence. Chez Heidegger, donc, Care a ce double sens d'anxiété et de sollicitude, parce que lui, il s'appuie directement sur le mythe latin de Cura. Donc le Care anxieux, le souci, c'est notre lutte pour survivre et affronter notre sort commun d'humain. Et le Care positif, c'est d'abord chez lui une attention et un soutien de la terre et des humains, plutôt qu'un prendre soin. Donc il parle de deux formes de sollicitude. Il y a un soin qui va retirer à l'autre la capacité de prendre soin de lui-même en le faisant à sa place. Donc c'est une forme de relation de domination et de dépendance. Et il y a une autre forme de sollicitude qui pour lui est le véritable care, qui serait une sollicitude plus distante, qui anticipe les potentiels de l'autre et qui l'accompagne dans l'accomplissement de ses potentiels, jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin du soutien. Ensuite, on a les années 60, 1960, avec May. Lui, il en fait plus un sentiment objectif à travers son analyse de la désillusion dans les mouvements sociaux. Et chez Erikson, le care, c'est une responsabilité à laquelle il faut faire face. Donc son care tend vers la sympathie avec la compréhension biologique de ce mot. Donc lui, il invite à se demander constamment ce de quoi nous devons prendre soin. Enfin, il y a Meyerhoff. Donc lui, c'est un care qui aide l'autre à grandir, donc que cet autre soit une personne, une idée, un rêve, une œuvre, une communauté. Le care, c'est aussi aider les autres à prendre soin d'eux-mêmes et des autres. Et la relation du care est mutuelle, parce qu'en aidant l'autre et en voyant sa réussite, on éprouve soi-même un sentiment positif. Donc le prendre soin, c'est un processus, et c'est pas une série de services orientés vers des buts précis, et ça nécessite de la patience, de l'humilité, de l'honnêteté, de l'attention, du respect, du courage. Et surtout, ça implique la confiance dans l'autre et dans sa capacité à grandir à sa manière et à son rythme. Il met en garde contre le risque de prendre trop soin en se focalisant sur l'attention au résultat, parce que ce serait contre-productif. Donc, chez Meyerhoff, il y a cette conviction que la vie a un sens, et que ce sens correspond au fait de se sentir nécessaire à quelque chose ou à quelqu'un et de sentir leur attention. Voilà, ensuite, en Europe, il y a aussi Winnicott, mais dont Reich ne parle pas, parce qu'en fait, il s'intéresse plutôt aux penseurs américains. Chez Winnicott, ce qui ressort, c'est le binôme care-cure dans l'exercice médical et psychiatrique. Voilà, donc chez Reich, trois principales dialectiques qui ressortent. L'ambivalence du cura, donc souffrir d'anxiété versus être capable d'attention. Les nuances dans le care entre se soucier et prendre soin. Ce degré de justesse à trouver entre un care émancipateur et un care incapacitant, qui empêche l'autre de faire. Et j'en rajouterai une quatrième qui est mise en avant par Pascal Molinier. C'est en fait, il peut y avoir un care qui soit un care universel, donc fait par tous pour tous, et un care qui soit fait par certains pour tous. Et c'est ce qu'elle appelle le care-monde, avec un parallèle au tiers-monde. Et c'est plus ou moins ce qu'on vit actuellement, où il y a certaines personnes qui sont responsables du care et d'autres pas. Maintenant, le temps majeur du care. Donc c'est l'arrivée du care comme concept majeur, ça se produit dans le cadre de réflexions féministes qui sont inscrites dans des raisonnements moraux. Donc ici, le mot féminisme, il est vraiment à comprendre comme une pensée émancipatrice qui érige la tolérance et l'entraide en maître mot. Je voulais juste faire un rapide point sur, parce que je parle de seconde vague du féminisme. La première vague, c'est le combat pour le suffrage universel, enfin le droit de vote des femmes.
La seconde vague, c'est plutôt deuxième moitié du XXe siècle, c'est le mouvement de la libération des femmes avec droit à l'avortement, la pilule. Et aujourd'hui, certains soutiennent qu'on sera en train de vivre une troisième vague qui serait des féminismes. Donc on reproche en fait, notamment au féminisme de la seconde vague, d'être trop blanc et trop bourgeois. Et dans cette troisième vague, il y a une diversité plus grande des combats à mener. Donc, 1982, Carol Gilligan publie In a Different Voice. C'est son ouvrage qui va fonder le CAIR. Donc elle est psychologue et philosophe, elle est américaine, elle est féministe, et elle travaille notamment sur le raisonnement moral qui se déroule chez une femme quand elle est en position d'avorter. Elle, c'est ce qu'elle va regarder. Ce qui l'amène à travailler ceci, c'est qu'elle travaillait juste avant avec Lawrence Kohlberg, qui est un grand théoricien moral. Ils font ensemble une série d'enquêtes au début de la carrière de Gilligan qui s'appuie sur le barème de Kohlberg. Donc son barème, c'est un barème des raisonnements généraux, 1 étant le niveau le plus faible et 6 étant le niveau le plus élevé. Et ils vont dans des classes d'enfants de 11 ans et ils leur posent un barème. Donc ils leur demandent, pas un barème, pardon, un dilemme. Et ils leur demandent, cette situation où Heinz a sa femme qui est très malade, elle a besoin d'un médicament. Heinz va chez le pharmacien et se rend compte qu'il ne peut pas payer le médicament. Sa femme risque de mourir si elle ne lui ramène pas, donc il demande au pharmacien de lui donner ou de lui faire à crédit. Le pharmacien refuse. Que devrait faire Heinz? Est-ce qu'il doit voler le médicament pour sauver sa femme, ou est-ce qu'il doit ne pas voler parce que c'est mal et donc risquer de perdre sa femme? Donc les enfants répondent et leur réponse leur voit affecter une note dans le barème. Et ce qui choque Gilligan à ce moment-là, c'est que sur toutes les classes interrogées d'enfants de 11 ans, toutes les petites filles, peu importe, même si c'est des petites filles qui ont des très bonnes notes, ne parviennent pas à dépasser le niveau 3 du barème. Et certains petits garçons y parviennent. Donc elle se demande ce qui dans ce barème cloche pour que les petites filles n'arrivent pas à dépasser ce niveau. Et elle se rend compte qu'un raisonnement moral basé sur la relation n'est pas bien noté. C'est-à-dire une réponse qui dirait il faut que Heinz discute avec le pharmacien, lui explique la situation il faut que Heinz explique la situation au pharmacien, le pharmacien va comprendre et lui donner le médicament parce qu'en fait il va comprendre qu'il faut aider à sauver sa femme. Cette réponse-là, elle est très mal classée dans le barème. Carol Gilligan ne trouve pas ça normal et elle élabore sur cette base sa pensée morale qu'elle appelle la morale des femmes, qui est basée sur la relation. La deuxième personne importante pour les théories du CAIR, c'est Joan Tronto. Donc elle s'intéresse aux personnes subalternes qui soutiennent l'existence des autres pour déconstruire le mythe du self-made man. Donc elle affirme qu'il vaut mieux parler d'éthique du CAIR que de morale des femmes, car les personnes qui sont capables de former des raisonnements basés sur la relation ne sont pas que des femmes, et surtout qu'elles ne forment pas ces raisonnements parce qu'elles sont des femmes. Elles les forment parce qu'elles sont dans une position dans la société qui leur permet d'être conscientes de la dimension relationnelle des choix. Ensuite, il y a beaucoup d'échos internationaux à partir de ces deux penseuses. Donc, à partir de 1982, il y a énormément de livres qui sont écrits sur le CAIR, à la fois aux États-Unis, en anglais, puis ailleurs et dans d'autres langues. Il est commenté, il est prolongé, on se le réapproprie dans d'autres domaines, y compris en France. Alors, au début, la pensée du CAIR, elle est assez mal comprise, puisque c'est Martine Aubry qui la rend un peu médiatique en 2010, et ça fait un flop total. On la ridiculise. Mais depuis, et d'ailleurs même avant, l'école du CAIR à la française affirme une certaine rigueur et un certain sérieux dans l'étude de la pensée du CAIR et en fait un terreau très intéressant pour imaginer la démocratie, le travail, l'hospitalité, la vulnérabilité et l'attention. Et enfin vient le temps contemporain que j'ai appelé le temps du CAIR-washing. Donc on s'appuie sur ces théories du CAIR pour les récupérer au moment du confinement de 2020.
Et il va faire écho en fait avec ce qui se passe, donc ça lui permet de devenir carrément un outil marketing. Donc là on voit que Bouygues développe le New Care, on voit que l'État a créé le comité d'analyse, recherche et expertise, le CARE, pendant le confinement. Il y a des promoteurs qui maintenant s'appellent Care et qui vendent de superbes appartements très Care, etc. Cette année, Europan, qui a un concours pour les jeunes architectes, a pris 3 thèmes, revitalisation, reprise et Care. Donc on voit que ça fait largement écho, avec plus ou moins de finesse. Donc le CARE, on est aujourd'hui au stade de la durée. Ça fait 40 ans que le texte de Carol Gilligan ne cesse d'inspirer le monde entier, et y compris en architecture, même si aujourd'hui il n'y a toujours pas de définition concrète d'une architecture du CARE. Je vais passer, du coup, au lien avec l'architecture, un petit avertissement. Je vais vous montrer un certain nombre de références. La plupart d'entre elles sont françaises, ou européennes, ou occidentales. Il ne s'agit pas pour moi de penser que ces références sont mieux que d'autres. C'est juste celles que je connais et auxquelles j'ai accès. Donc si vous connaissez des références ou des moyens d'accès à des références d'autres origines géographiques ou culturelles, je vous invite à les partager. J'ai classé ces idées du CARE en architecture en 4 termes. Ce sont des formulations exploratoires que j'ai choisies, qui sont volontairement schématiques, qui permettent de trouver des liens entre les différentes missions de l'architecture et les concepts convoqués par le CARE. Donc on va commencer avec le premier, côté spontané et vernaculaire. Donc il s'agit de cette architecture abri qui prolonge la nature et qui s'en inspire sans établir de frontières nettes entre nature et artefacts. Elle est protectrice, elle se fonde donc sur la vulnérabilité qui est toujours présente, et elle est aussi vernaculaire. Donc l'humain et son milieu sont interconnectés, l'environnement est considéré avec respect. Ce CARE, c'est assez proche de la définition que fait John Tronto quand elle parle de nous-mêmes, nos corps, notre environnement, tous les éléments qui nous permettent de soutenir notre vie. Et c'est assez proche aussi des exemples montrés par Rudowski quand il crée son ouvrage Architecture sans architecte en 1964. Là, ce qu'on voit, c'est un exemple en Chine où les logements sont creusés sous la terre, sous les champs, parce que c'est un intérêt bioclimatique. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les logements, tous les équipements, toute la ville est créée comme ça. Et à droite, c'est des cavités qui se sont créées naturellement dans la roche et qui ont commencé par être habitées, et les humains sont venus un peu créer des portes, etc. Donc il y a d'autres exemples. Ici en Italie, c'est une montagne, on a suivi le relief, et à la fois c'est la pierre locale qui a été utilisée. Donc on peut s'émerveiller devant tous ces exemples lointains, mais il ne faut pas oublier que Paris elle-même s'est érigée avec des pierres locales, issues des carrières de l'actuel 14e, 13e, 6e, 5e arrondissement. Là, sur cette carte de 1672, on voit que Paris est beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. Le zoom que j'ai fait, c'est sur à peu près l'emplacement de l'actuel cimetière Montparnasse. Et ce qu'on voit, c'est petits trous qui extraient des petits... je ne sais pas si j'ai la souris. Non, ça ne marche pas. Qui extrait des petits blocs qu'on voit en bas à gauche de l'image. En fait, c'est la pierre calcaire qui est puisée dans le sol et qui permet de construire les bâtiments en pierre calcaire parisiens tels qu'on les connaît. Cet emplacement, si c'est l'emplacement du cimetière Montparnasse, c'est parce qu'ensuite ces carrières ont été utilisées comme catacombes quand on a décidé de détruire les cimetières parisiens et de réunir tous les os dans les carrières. Puis ensuite on a fait le cimetière Montparnasse autour. Un deuxième aussi petit rappel que j'aimerais faire sur le vernaculaire, c'est que vernaculaire, c'est faire avec ce qui est là. C'est une idée très romantique comme ça, la petite maison en pierre, les roseaux, machin. Mais ce qui est de plus en plus là aujourd'hui, ce sont des déchets, et qui servent notamment à construire des baraques, qu'on regarde avec un œil pas forcément valorisant, mais qui sont une forme aussi de vernaculaire. Donc je voulais juste aussi souligner ça. Deuxième idée derrière laquelle on pourrait se ranger pour penser le CARE en architecture, c'est l'idée de la communauté. Donc des architectures du rassemblement, que ce soit pour s'adonner à un culte, pour entrer en débat, pour se réchauffer, pour célébrer un événement. Donc ici, l'humain se pense comme un
groupe interdépendant et absolument relationnel. Je ne vais pas faire un catalogue de lieux communautaires, mais simplement je voulais évoquer la place de la République de Paris, où des communautés se forment et surtout des communautés cohabitent. C'est un exemple singulier à mon sens, parce qu'il y a beaucoup d'autres espaces publics qui échouent à faire cohabiter différentes communautés. Souvent, ils sont soit inoccupés, soit réservés à une certaine catégorie d'usagers. Et là, c'est vrai que c'est un espace sur lequel il y a des rassemblements, des manifestations, juste du passage, des séances de danse, du skate, etc. Un autre exemple qui m'intéresse particulièrement, c'est celui du centre psychiatrique de jour de l'Anamant, qui est un bâtiment flottant sur la Seine, près de la gare de Lyon. À mon sens, c'est un très bon exemple de lieu pour la communauté. Alors, je ne dis pas que c'est seulement l'espace qui permet ça. Je pense que les gens qui font vivre ce lieu tiennent une énorme part là-dedans, mais je crois que malgré tout, la manière d'organiser l'espace, parce qu'en fait, c'est un établissement psychiatrique, et si vous pensez à un établissement psychiatrique, vous ne pensez peut-être pas à des espaces comme ça. En tout cas, moi, quand j'ai découvert, j'étais assez surprise de la qualité des espaces. Voilà, et enfin sur ce sujet communautaire, j'aimerais aussi évoquer deux autres choses qui me posent question. Donc d'abord le thème du pastiche, et de l'espoir qu'on y place. Donc on espère qu'une communauté particulière se reconnaisse et se sente accueillie dans un bâtiment qui adopte certains codes architecturaux qui font référence directe à la culture de cette communauté. Et moi, ça m'interroge beaucoup. Alors ici, j'ai mis l'exemple de l'hôpital franco-musulman de Bobigny à droite, qui a été réalisé par Maurice Mantoux et Léon Azéma. Et il se trouve que Maurice Mantoux a participé quelques années plus tôt, une dizaine d'années plus tôt, à la rénovation de la porte du Renégat Victorieux à Meknès. Et en fait, il en a fait une totale copie. C'est pas la première fois qu'il fait une copie de cette porte, parce qu'il a déjà livré une mosquée en Inde qui était une parfaite copie de cette porte. Moi, ça m'interroge parce que je me demande si, pour se sentir accueillant, un lieu doit adopter forcément des codes. Je n'ai pas une vraie réponse à ça, mais en tout cas, je voulais soulever la question. Et une deuxième chose qui m'interroge, c'est le monument comme fédérateur de la communauté. Ça, c'est une maison de retraite à Alfortville qui adopte des codes monumentaux, on dirait je sais pas, une médiathèque ou une église. Et en fait, c'est la maison de retraite. Et c'est la chose qu'on repère quand on vient à Alfortville. Ça dénote et ça fait monument. Donc voilà, je me posais la question de est-ce que ça peut, comme le pensaient Nunez et Bofill, contribuer à la communauté. Troisième thème, c'est celui de la dignité. Alors, je l'ai appelé comme ça, en fait, c'est certaines postures de l'architecte qui se veut expert, qui met son savoir au service de la société, qui répond des standards souhaitables pour tous et pensés à la place de chacun et de chacune. Donc ils font d'une norme minimum, universelle, à répandre, qui se veut incapacitante, mais qui masque les cas particuliers. L'idéal moral dans l'architecture est très ancien. Les traités d'architecture depuis Vitruve espèrent élever l'âme de l'usager grâce à la noblesse des bâtiments. On retrouve chez Le Corbusier, pour lui, l'architecture favorable à la santé et à la morale, qu'il faut généraliser absolument, possède des formes simples, compréhensibles, fonctionnelles, de couleur claire, qui s'opposent en fait, au chaos des taudis qui sont contaminés de toutes les maladies et qui sont très contagieux. Bruno Taut aussi l'affirme, pour lui, les personnes qui utilisent des bâtiments dont l'architecture est basée sur des principes utilitaires bénéficieront de l'aura de l'architecture et verront leur comportement et leurs relations sociales améliorées. Donc l'architecture, pour lui, c'est un outil d'amélioration sociale et l'architecte en est l'artisan. Donc lui, l'architecte est apte à cerner les besoins de la société et à les interpréter dans la forme pour le meilleur de tous. Claude Parent, il est tout à fait d'accord avec ça. Lui prétend que le plan incliné et le porte-à-faux, ce sont les deux éléments qui régleront la violence, la peur, l'angoisse, l'inquiétude aussi, et également les troubles psychiques. Et ils vont les régler en les faisant basculer, avec la fonction oblique, qui, je pense parce qu'elle fait pencher, donc ça permet, je sais pas, ça permet peut-être de faire basculer tous les problèmes. Enfin, c'est comme ça qu'il le dit, hein, c'est ces mots que je cite. Donc pour lui, l'architecture doit dominer, et c'est ce qui permet à l'architecture d'être une solution aux problèmes collectifs.
Donc elle ne doit pas se laisser diriger par les problèmes, mais elle doit leur faire violence via le matérialisme. Ces liens créés entre l'espace et l'individu qui réduisent les habitants à leur quartier, en fait ça hérite de l'hygiénisme et ça sert à la défense de la table rase. C'est là-dessus que se fonde l'urbanisme. Donc la logique c'est de traiter l'espace plutôt que les habitants et de réduire l'humain à son abri. Si on soigne l'abri, l'humain ira bien. Ça vient donc de la révolution industrielle. Donc là, l'architecte s'associe au patron philanthrope et par la conception spatiale, il définit les comportements bons à adopter dans le foyer. Il définit aussi la répartition des membres dans les chambres. Donc on sépare les enfants des adultes, on sépare les enfants par sexe. On définit le nombre de familles qui vont accéder à des mêmes sanitaires. On définit aussi la division des fonctions selon des pièces. Donc on définit en fait un habitat minimal acceptable, qui est l'habitat digne, et qui en fait sont définis par des normes bourgeoises liées au logement. Donc c'est à ce moment-là que s'érige la famille nucléique comme base d'habiter. Donc on voit que sur un prétexte initialement sanitaire, l'architecte se retrouve finalement en charge d'appliquer des normes à toute la population ouvrière. Ces croyances, on en revient. Donc ici, c'est Pretty Go, c'est un ensemble fonctionnaliste, un grand ensemble, qui 20 ans après sa construction a été détruit. Et Charles Yang en parle en ces termes. Il dit que son style puriste, sa propre et salubre métaphore hospitalière était censée diffuser les mêmes vertus aux habitants par le bon exemple de l'architecture. Et on voit que c'est un échec parce qu'en fait, ce qui est reproché à ce quartier, c'est la violence, le manque de sécurité, les trafics, enfin, en gros tous les problèmes sociaux qui apparaissent alors qu'ils étaient censés au contraire les résoudre. C'est un constat qu'on fait aussi en France, en tout cas de manière très proche, avec le grand ensemble de Sarcelles. Dès les années 80, on dit qu'il rend psychologiquement malades les femmes au foyer qui y résident et qu'elles sont atteintes de sarcellite. Et là, j'ai trouvé une petite BD des Bidochon qui reproduit exactement cette histoire. Donc Madame Bidochon va très mal, elle boit du noir. Monsieur Bidochon s'inquiète, donc il convoque le médecin et le médecin pose son diagnostic, dépression. C'est une chose assez fréquente, malheureusement, dans ces grands ensembles. Quand pour certains l'environnement leur apparaît comme trop insupportable, un simple choc peut déclencher la crise. Mais ça va s'améliorer. Donc vous aurez compris que les bonnes intentions des architectes qui veulent diffuser le bonheur via des bâtiments sont à prendre avec beaucoup de prudence. Enfin, l'écoute, qui rejoint une posture observatrice, donc être à l'écoute des différents, des singularités de chacun, de chacune, pour proposer des solutions architecturales au cas par cas. Donc là aussi, l'attitude de Kerr est ambiguë, parce qu'en entrant dans cette empathie, on quitte l'espèce d'une consolation universelle pour aller vers la compassion, donc se mettre à la place d'eux, comprendre l'autre, adopter son point de vue, et donc ça nécessite une certaine identification avant d'élaborer une réponse. Donc il y a une sélectivité qui fait que quelqu'un à qui je ne m'identifierai pas, je ne pourrai pas lui apporter de réponse. Donc c'est un peu la limite de ça. L'exemple le plus emblématique de cette approche, c'est le travail de Simone et de Lucien Kroll, qui eux, donc là c'est un exemple où ils travaillent sur un bâtiment collectif, mais ils ont une approche avec chaque habitant de chaque logement pour avoir une approche individuelle de l'espace. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à mettre en place dans des bâtiments collectifs, en grande partie parce que souvent on ne connaît pas les personnes qui vont habiter avant qu'elles n'arrivent. Souvent aussi ça change parce qu'il y a des systèmes de location, donc c'est vrai que c'est assez compliqué de reproduire ce modèle, donc il y en a, c'est pas si nombreux. On peut le retrouver en commande privée individuelle ou chez certains promoteurs avec une architecture qui devient un produit qui vous correspond à vous clients, vous futurs habitants, et donc ils vont nous proposer un produit auquel on peut s'identifier. Cette écoute, on peut la décliner vers une attention des lieux. Donc là, je citerai l'exemple du GR13 à Marseille, qui, en 2013, il y a un sentier qui a été créé et qui voulait
avoir une compréhension plus approfondie du territoire, c'est-à-dire pas seulement séparer entre la ville et les calanques où on randonne, mais avoir un sentier qui parcourt toute la ville et toute sa complexité. Et donc il y a une animation de ce sentier avec des personnes locales, avec des artistes, avec des commerçants, des habitants. Et donc voilà, c'est un certain regard sur le territoire qui peut se faire. J'aimerais aussi citer un autre exemple qui est le pavillon de l'Orbe, qui a été réalisé par André Bruyère à l'hôpital Charles-Foix à Ivry-sur-Seine. Je veux citer cet exemple parce que, donc déjà, pour réaliser ce bâtiment, André Bruyère s'est entouré d'une équipe très éclectique, des philosophes, des psychanalystes, juges, ingénieurs, avocats, écrivains, sociologues, physiciens. Mais surtout, ce qui est selon moi assez intéressant, c'est qu'avant de proposer ce projet, il a séjourné dans l'hôpital. Il a demandé à passer quelques jours dans l'hôpital Charles-Foix, qui est donc un hôpital napoléonien, très rectiligne, très répétitif. Et c'est de là qu'il développe une architecture qui évite le couloir, crée des dilatations, propose à toutes les chambres une vue sur un patio ou de l'autre côté sur un jardin. Avec une organisation beaucoup autour du partage, puisque les espaces réservés au personnel sont des espaces plutôt petits, donc on est plus attiré par les espaces qui sont plus dilatés, avec une plus haute hauteur sur le plafond, et c'est un bâtiment assez généreux. Maintenant, je vais passer à cette dernière partie, qui est celle de... je reprends les 5 axes du Caire de John Tronto. John Tronto, elle les a définis sans faire référence à l'architecture d'abord, mais ensuite en 2019, dans le cadre d'une exposition à Vienne, on lui a demandé d'écrire un texte qui s'appelle Caring Architecture sur Caire et architecture. Elle s'est prêtée à l'exercice sans donner vraiment d'exemples. Donc moi je vais essayer de reprendre ce qu'elle dit et de donner des exemples, et aussi d'aller un petit peu plus loin parce qu'il me semble qu'il y a certaines lacunes dans son texte, parce que simplement elle n'est pas architecte, donc j'imagine que ça vient de là. Je précise que dans la traduction française de son texte, c'est le mot de ménagement qui a été choisi par Joanne Massoubre pour dire Caire dans le champ de l'architecture. Alors, John Tronto cadre clairement le sujet. Il n'est pas question de s'intéresser aux établissements de santé, aux hôpitaux, aux EHPAD, mais plutôt d'une pensée radicale des rapports entre environnement bâti, nature et êtres humains. Donc on est sur une vision très plurielle des choses. Ensuite, elle poursuit, donc tout commence avec la responsabilité de ménager l'espace bâti, de ménager aussi son créateur, son constructeur, ou ses constructeurs, les commanditaires et toutes celles et ceux qui sont impliqués. Il y a une dernière partie où ce qu'elle dit, c'est qu'on a besoin d'une architecture qui s'acquitte de son rôle élémentaire dans notre responsabilité de prendre soin du monde. Ensuite, elle reprend les 5 axes, donc le caring about qui est comprendre le besoin de l'autre. Ensuite, caring for, c'est comprendre notre propre responsabilité vis-à-vis de ce besoin. Caregiving, c'est veiller attention à la manière dont on va prendre soin, aux actes. Le care receiving, c'est être critique vis-à-vis de notre réponse vis-à-vis du besoin de soins. Et enfin, le caring with, c'est comment on peut créer des réseaux de solidarité sur cette base. Donc elle tente de les transcrire en architecture. Je vous propose de les balayer un par un pour voir ce que nous pouvons associer comme référence architecturale. Il n'est pas facile de désigner des projets exemplaires pour répondre au texte de John Tronto. Il faudrait connaître tous les aspects de chaque projet pour voir si vraiment ce sont des projets qu'on peut désigner du Caire. J'ai quand même essayé de citer des exemples qui, sous certains aspects, selon la thématique, peuvent correspondre à ce dont elle parle. À ce stade, malheureusement, c'est que des exemples à prendre comme des exemples partiels. Donc on va voir ce que
Caring about, donc le besoin qui en architecture se traduit par un programme. Donc elle le définit de cette manière, donc c'est prêter attention aux besoins, sachant que certains besoins sont invisibilisés, donc il faut voir comment on peut les rendre visibles, et définir ensuite parmi ces besoins lesquels devraient être prioritaires. Pour ce qui est de rendre visibles les choses, j'ai deux exemples à citer. Donc Forensic Architecture, qui est un groupe de chercheurs en architecture au Royaume-Uni, qui eux utilisent les compétences et les outils de l'architecture pour mener des enquêtes sur des crimes contre l'humanité ou sur des grosses pollutions ou sur des décès, etc. Là, l'exemple que j'ai affiché, c'est la mort d'Adama Traoré. En fait, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de comparer l'autopsie, donc les traces sur le corps de la victime, pour voir comment elle était morte, et de comparer ça avec le discours des policiers qui étaient là quand Adama Traoré est mort pendant son interpellation, et de voir si les gestes décrits par les policiers peuvent engendrer de telles blessures. Et en fait, on voit que non, et leurs différentes modélisations peuvent nous permettre de mieux comprendre dans quelle position les policiers se trouvaient quand Adama Traoré est mort, et si elles sont conformes ou non à la déontologie, enfin à la manière dont ils devraient se comporter. Le deuxième exemple, c'est une revue qui s'appelle The Funambulist, et qui est une revue dirigée par Léopold Lambert, qui est lui-même architecte, et qui s'intéresse aux relations entre politique et espace. Donc cette revue, à chaque fois, prend un thème et essaie de voir quelle relation on peut faire entre les espaces et ce thème. Donc ils mettent en lumière pas mal de choses qui ne sont pas forcément visibles. Ensuite, donc, je vais m'intéresser au second point que décrivait John Truteau, c'est-à-dire comment hiérarchiser les besoins pour y répondre ensuite. En architecture, donc, ça se fait via la mission de programmation, qui est une mission qui est souvent, qui est rarement donnée aux architectes, parce que souvent elle est faite avant que l'architecte arrive sur le projet. Donc c'est un moment fondamental pendant lequel on prend certaines décisions plutôt d'ordre fonctionnel, et ça va profondément influencer la manière ensuite d'aborder le projet architectural, parce que souvent ça pousse à des projets qui vont être orientés sur la fonction. Des architectes ont exprimé leurs doutes sur la pertinence du programme et de l'usage qui en est fait, et essaient de recentrer le débat sur l'espace. Donc un espace qui soit libre, flexible, qui soit stable, rigide, sans immanence avec l'usage, et qui permette à tout usage de se développer. Donc il y a Mario Botta, Hermann Asperger qui militent pour ça. Pour eux, les espaces doivent pouvoir assurer une certaine incertitude, puisqu'en fait on est dans une époque où on déménage, où il y a beaucoup d'usages qui évoluent, et on doit pouvoir rendre à l'habitant sa compétence à habiter, et non seulement en faire quelqu'un qui vient être logé dans un espace qu'on a défini pour lui. Ça, c'est une proposition qui impliquerait de réduire l'importance du programme pour se concentrer sur les besoins en termes de qualité spatiale, en refusant de tout forcément prévoir à l'avance et en ménageant certaines incertitudes et improvisations pour parvenir à un degré d'hybridité. Deux références à ce sujet. Donc ça, c'est un concours qui a été remporté par Françoise Hélène Jourda. J'ai pas la date exacte, mais je pense que c'est vers 1997. En tout cas, c'est avant 1999. Donc c'est un concours qui a été lancé par ThyssenKrupp en Allemagne, à Krefeld, et pour lequel on a demandé à 3 équipes d'architectes, donc Otto Steidle, Peter Latz, Rob Krier et l'équipe de Françoise Hélène Jourda, de venir en loge sur le site pendant une certaine durée. On leur a présenté le site et on leur a demandé ce qu'ils feraient comme espace sur ce site. On ne leur a pas divulgué le programme à ce stade. Ensuite, donc, les propositions ont été faites, Françoise Jourda a remporté, et là, on lui a demandé de mettre en conformité sa proposition avec le programme. Un deuxième exemple, c'est un appel aidé qui a été lancé par la PHP, donc Assistance publique hôpitaux
de Paris en 1988 sur le thème de la gériatrie. Donc là, il y avait 4 sites et 4 échelles qui étaient définies. Et ils ont demandé aux architectes, sans programme, de faire des propositions en lien avec la gériatrie et Alzheimer. Là, une proposition qui a été faite, c'est de voir l'espace hospitalier comme un grand plateau, comme un plateau de cinéma libre, dans lequel on viendrait mettre des parois provisoires, en fait comme dans un décor de cinéma, et pour reproduire l'habitat de la personne âgée. Donc quand une nouvelle personne arrive dans cet espace, on refait en décor quelque chose qui ressemble à chez elle, et comme ça, elle n'est pas bousculée par son déménagement à l'hôpital. Un autre exemple, la proposition de Michel Dalliot, qui lui a pris la gériatrie comme un accompagnement progressif et lent vers la mort, et donc a fait une architecture qui, en cette phase, propose des espaces qui relèvent plutôt de l'ambiance que de la fonction pour, comme ça, accompagner la personne vers la mort. Donc là, on voit que voilà, c'est des espaces qui ne sont pas du tout soumis à un programme particulier. Il y a des groupes qui comptent parmi eux des architectes qui se sont fondés autour de cette question de programme. Et ici, notamment, un exemple qui est le travail de l'association 14 sur la place des Fêtes à Paris. Pendant quelques années, ils ont essayé d'élaborer des dispositifs pour faire de la concertation avec les habitants sur la programmation de la place des Fêtes. Donc ils ont inventé des manières de faire, des maquettes, des jeux, pour essayer de mener une réflexion collective sur cet espace. C'est aussi quelque chose qui est entrepris dans les projets dans les ZAD, où il y a une remise en cause souvent qui part du programme qu'on espère mettre sur un terrain, et qui part un questionnement qui part du bas, des habitants, des personnes qui sont là, se pose cette question de programmation. Et c'est aussi quelque chose qui est mené par l'association, le collectif Comuna à Bruxelles. Eux, leur travail, c'est de trouver des espaces vacants, et une fois qu'ils ont un espace, de se poser la question de qu'est-ce qui serait le plus pertinent et qui profiterait le plus à cet endroit-là. Donc souvent, c'est des projets qui permettent à des personnes démunies d'avoir un logement, qui permet à la communauté d'avoir des espaces de partage. Plusieurs exemples là-bas. Le deuxième axe, c'est la responsabilité. Donc il s'agit pour chacune de comprendre ce dont il ou elle est responsable de fait, et aussi de définir ce dont il ou elle accepte d'être responsable, en désignant aussi par ce même acte ce dont il n'est pas responsable, ce qui n'est pas en son pouvoir, et donc ce qui entraîne la responsabilité de quelqu'un d'autre. On peut à plusieurs titres s'interroger sur les limites de la responsabilité en architecture, parce qu'en fait elle est limitée déjà par la procédure qui définit les contours de la mission qu'on affecte à l'architecte. Donc on arrive en tant qu'architecte dans un contexte délimité par le programme, le terrain, le budget, ce qui place déjà certaines limites à la responsabilité. Ensuite, une deuxième limite, ce serait à la fois les réglementations et le pouvoir des entités politiques compétentes, des commanditaires. Et une troisième limite, ce serait tout simplement la compétence et les capacités propres à l'architecte et à l'architecture, donc celles qu'on lui prête et celles qu'elle possède dans les faits. C'est en fait la question de savoir si les formes construites sont capables ou non de créer intentionnellement des comportements. Donc là, John Trotto est assez bavard là-dessus. Donc il y a le fait de porter attention à la manière dont les matériaux sont obtenus et transportés. Pour ça, je peux renvoyer au travail de Joly Loiret. C'est des architectes qui, depuis plusieurs années, s'interrogent sur les terres excavées dans le cadre de la mise en place du métro du Grand Paris Express, et qui font donc c'est des terres qu'on déplace, qu'on fait des tas, et on ne sait pas trop quoi en faire, c'est du déchet. Et eux, ils se demandent comment on pourrait en faire une ressource et comment ça pourrait servir aux nouvelles constructions. Il y a aussi le travail de Trans 305 à Ivry,
donc c'est un collectif qui a été implanté dans un quartier en mutation d'Ivry, qui a suivi toutes ces démolitions, tous ces changements, et lorsqu'il y avait des déblais liés à des démolitions, concasser certains matériaux, classés par couleur, pour ensuite pouvoir les réutiliser comme ici pigments pour créer une nouvelle place, enfin pour les réinjecter dans le territoire. Et ça, c'est très lié avec le travail d'Anna Saint-Pierre, qui est la personne qui a fait sa thèse avant moi dans l'agence d'architecture SCO et qui travaille sur le réemploi de déchets de construction. Donc en fait, sur les projets de l'agence, Anna se demandait, quand on arrive sur un projet dans lequel il y a une démolition, elle essaie de repérer des éléments qui pouvaient être réutilisés dans le nouveau projet. Donc là, ce qu'on voit, c'est un parement de façade qui a été réutilisé. Bon, là, ils étaient en train de faire au moment de la photo, mais ensuite, ils ont réuni tout ça et ça fait le sol du nouvel espace. Il y a aussi l'impact environnemental des matériaux. En ce moment, il y a une super expo au pavillon de l'Arsenal qui montre très bien ça. Ici, ce qu'on voit, donc, c'est bois, verre, métal, béton et plastique. Et les volumes qui sont représentés en arête à côté, c'est l'empreinte carbone de chacun de ces matériaux. C'est quelque chose à prendre en compte, c'est pas la seule donnée. L'empreinte carbone du matériau, il y a aussi les mises en œuvre, il y a aussi le transport, il y a pas mal d'autres données, mais en tout cas, c'est intéressant de voir cette représentation-là. Une autre expo qui était très intéressante au pavillon de l'Arsenal, qui a lieu il y a quelques années, s'intéressait au réemploi et montrait plusieurs exemples. Donc ça, c'est très connu, le pavillon de Encore Heureux. Mais voilà, il y a aussi des exemples avec de la réutilisation de tôle ou de tuiles à Madrid, parce qu'on a détruit certains bâtiments et donc les tuiles sont devenues un autre pavillon. Voilà, il y a aussi, dans le cadre de cet impact environnemental, la manière dont on va s'implanter sur le terrain. Et on peut réfléchir à des bâtiments qui s'appuient que ponctuellement sur des endroits du sol et qui ne colonisent pas toute une surface. Avec ici un exemple. Et je cite aussi, dans ce portrait d'attention à ce qui est déplacé, je cite aussi le travail de Delphine Lewandowski qui mène une thèse sur des prototypes de murs biodiversitaires où en fait, parce que quand il y a des projets, souvent on déplace certains végétaux ou certains insectes, certains animaux, et là il y a une réflexion qui est menée sur comment on pourrait, dans les murs, intégrer des espaces dans lesquels ces vivants-là peuvent s'insérer. Ça m'amène aussi à penser à la question de nouveau de l'eau, des rivières, qui ont été, notamment en région parisienne, énormément canalisées. Là, ce qu'on voit, c'est la Bièvre, mais il y a d'autres exemples, ici le Croûte à Saint-Denis. Ça pose des problèmes aujourd'hui, parce qu'en fait, on essaie de contraindre la rivière dans un espace, donc c'est ce qui crée des inondations et des débordements. Donc il y a tout un courant aujourd'hui de revitalisation des rivières. Et ici, c'est un exemple avec le Vistre, où on essaie donc de détruire la canalisation de la rivière et de lui rendre sa possibilité de s'étendre lors de crues et de se rétracter. Ça m'amène aussi à vous parler du Parlement de Loire, qui est une initiative qui est menée depuis 2 ans pour essayer de donner une personnalité juridique au fleuve de la Loire pour pouvoir défendre ses intérêts. Donc c'est des auditions qui ont été menées. Il y a plusieurs personnes qui ont été auditionnées pour présenter des leviers juridiques, des leviers philosophiques, plein de choses. Notamment, on s'est appuyé aussi sur l'exemple néo-zélandais, que vous connaissez sûrement, du fleuve qui est devenu une personnalité juridique. Ce qui peut être déplacé, ça peut aussi être des bâtiments. Là, ce que je veux montrer, c'est le bâtiment qui est tout à droite en brique derrière, qui est en fait, lors de la ZAC, du projet de ZAC Basilique à Saint-Denis, Roland Simounet, qui était responsable de cet îlot, a décidé de reprendre la forme architecturale du moulin qui était présent sur site. Il ne pouvait pas le conserver parce qu'en fait il était en trop mauvais état, mais il a repris cette forme pour qu'il y ait une certaine continuité dans le projet. Je ne sais pas en revanche si ce qui est au premier plan là à gauche est un élément
qui hérite de même, qui était là avant ou pas. Et ça m'amène aussi à parler de Alexandre Chimetov sur l'île de Nantes, donc l'île de Nantes était un port qui a été abandonné et donc laissé en friche, et il y a une certaine végétation qui s'est développée, et à un endroit de l'île, Alexandre Chimetov a décidé de réserver un square dans lequel on ne toucherait pas à la végétation, on ne viendrait pas mettre de nouvelles essences comme c'est le cas dans pas mal de parcs, mais on laisserait ce qui est là et juste avec un aménagement minimum pour pouvoir s'y installer. Donc ça c'est assez proche de choses comme le travail de Gilles Clément, ou ici le travail de Liliana Motta, c'est sur un bâtiment qui devait être rénové à Roubaix par Patrick Bouchin. Et en fait sur la toiture il y avait de la végétation qui s'était développée spontanément. Et le choix qu'a fait Liliana Motta, plutôt que de tout enlever pour permettre la rénovation du toit, c'est de découper des carrés de ce substrat et de cette végétation, de les stocker, puis de venir les remettre. Donc une certaine attention à ce qui est là spontanément. Alors ça me mène aussi à élargir un petit peu vers, plus largement, à porter attention à la conséquence de nos actes, et d'évoquer cet exemple qui est celui de la plaine de Pierrelet-Bessancourt. Donc c'est un endroit, donc au moment de la mise en œuvre du tout seul égout à Paris, pour assainir la Seine, pour rendre Paris plus propre, il fallait enlever les boues de la Seine et donc aller les déverser ailleurs. Donc il y a des grands tuyaux, comme on peut le voir à gauche, qui ont été mis en œuvre jusqu'à Gennevilliers, jusqu'à Chanteloup, Triel et jusqu'à Pierrelet. Et donc on a là-bas déversé pendant des années les égouts. Ça permettait de faire de l'épandage, sauf que en fait, le contenu des égouts changeant, les eaux déversées sont devenues totalement toxiques et ont rendu toute la production maraîchère impropre à la consommation. Et là aujourd'hui on est dans une espèce de cercle vicieux dans ce lieu, parce que le lieu est pollué, mais on ne peut pas arrêter de cultiver, parce que sinon la pollution descendrait plus bas dans les nappes phréatiques. On peut pas non plus, on peut rien y faire, on ne peut pas consommer cette production. Donc aujourd'hui, de la méthanisation, et il y a une certaine difficulté à mettre en place. Il faudrait créer une grande forêt, mais il y a une certaine difficulté à la financer et à faire que ça se fasse. Donc quand on veut rendre un espace propre ou faire une action positive, ça peut avoir des espaces beaucoup plus loin, ailleurs, qu'on ne voit pas directement, donc on oublie, on ferme les yeux là-dessus. Et je pense que notre responsabilité, elle est aussi ici d'avoir un regard beaucoup plus global sur les personnes qui sont impliquées, sur les conséquences de chaque décision. Toujours dans la responsabilité, John Tronto propose aussi d'anticiper la façon dont le bâtiment sera entretenu. Donc toujours au pavillon de l'Arsenal en ce moment, dans la même exposition que je vous encourage vraiment à visiter parce qu'il y a plein de choses. Il y a ce projet qui est présenté de maison démontable de Jean Prouvé. Donc une maison dans laquelle chacun des éléments peut être séparé des autres et réassemblé. Ce qui permet en fait que s'il y a un des éléments qui est défectueux ou qui est en mauvais état, de le remplacer lui et uniquement lui, et de ne pas remettre en question toute la maison. Donc c'est une attitude qui est assez vertueuse dans ce sens. L'entretien, ce n'est pas seulement des réparations, c'est aussi le ménage. Alors j'ai pas de projet qui parle d'une certaine prise en compte de l'entretien ménager à vous montrer, mis à part peut-être des façades auto-nettoyantes, mais je ne suis pas convaincue que ça ait très, très bien fonctionné dans les cas que je connais. Mais en tout cas, il y a ce film qui est assez amusant de Becca et le Moine en 2008, où ils suivent la femme de ménage dans une maison qui a été réalisée par Rem Koolhaas, donc un grand architecte néerlandais. Et ce dont on se rend compte, c'est que la maison n'a absolument pas été pensée pour être nettoyée, ce qui rend certaines situations assez cocasses. Maintenant le caregiving, donc
porter attention à la manière dont on agit et se poser des questions sur le métier lui-même. Donc selon William Morris, qui est un architecte à Craft fin 19e siècle, la beauté ne peut émerger que d'un plaisir ressenti à l'ouvrage. L'artisanat, c'est la fusion du plaisir et du travail, et c'est de là que peut émerger la beauté. Cet idéal de l'artisan, c'est un style de vie où le loisir et le travail ne font qu'un, et où chacun travaille librement et est à la fois capable de choisir la manière de travailler, l'objet de son travail, son temps de travail, et de maîtriser le processus d'un bout à l'autre. Et donc pas un fonctionnement en pièces détachées où chacun a une seule tâche. Ça c'est valable effectivement pour l'artisanat, mais en fait on pourrait faire facilement un parallèle avec la manière dont on travaille en agence d'architecture, ça marche aussi assez bien. C'est assez lié, je trouve, avec la tradition des maîtres maçons lors de la construction des cathédrales, où il n'y avait pas un architecte qui créait des plans à l'origine, puis qu'il les transmettait au chantier, mais ce maître maçon était présent au quotidien avec les ouvriers et adaptait le projet constamment avec eux. Donc il y a un peu de ça dans ce que dit William Morris. Et ça me renvoie aux architectes faiseurs. Et il y en a un, donc Antilovac, qu'on voit là perché sur sa structure. Donc c'est un architecte qui venait sur site et qui construisait son idée, son projet sur site. Il ne faisait pas de plan forcément préalable et il participait à la réalisation de ces projets. Donc celui-là est assez connu puisque Pierre Cardin a acheté cette maison en 92. Mais il en a fait plusieurs dans le même style. Donc il y a un rapport comme ça assez physique à l'architecture chez Antilovac. C'est un élan qu'on retrouve actuellement de manière assez forte avec Bellastock, qui est un festival qui propose tous les étés à des étudiants en architecture de construire avec leurs mains. Donc à chaque fois il y a un thème et un matériau qui sont choisis. Et pendant plusieurs jours, on propose à ces étudiants de construire quelque chose. Donc je pense que ça risque d'impulser des petits changements dans la manière de pratiquer l'architecture dans les années qui vont venir. Une démarche un peu différente, celle de Francis Kéré, Djibedo Francis Kéré, qui est un architecte burkinabé qui a été formé à Berlin auprès d'un architecte qui était spécialiste de la participation. Et de retour au Burkina Faso, Kéré ne transpose pas directement ce qu'il a appris à Berlin, mais va l'adapter au contexte. Et ce qui est assez intéressant avec lui, c'est qu'il engage les habitants du village dans la construction d'un bâtiment communautaire, en l'occurrence ici l'école. Et ça, c'est quelque chose qu'il va développer dans toute sa carrière. Qu'on peut relier aussi avec les projets Castor, qui ont lieu partout en France après la Seconde Guerre mondiale. Là, en fait, c'était une initiative où les habitants pouvaient se regrouper en coopérative, acheter ensemble les matériaux et surtout s'entraider pour construire leur maison. Donc chacun aidait les autres et c'était comme ça que les maisons émergeaient. Et il y a un dernier petit sujet que j'aimerais aborder dans ce caregiving, c'est la question d'une architecture qui prend soin. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe? Donc, même si je sais que Tronto a dit qu'il ne fallait pas s'intéresser aux bâtiments hospitaliers, mais je vais quand même parler un peu des sanatoriums, parce qu'à mon avis, il y a quelque chose d'intéressant. Donc, le sanatorium, c'est un bâtiment qui va essayer de se faire plateforme entre la personne malade et la nature. Donc on est toujours dans un cadre naturel, donc au contact direct avec des éléments. Là, à Berck, c'est la mer, l'air marin, l'air salé, les embruns, le vent. Et l'architecture, elle propose, en fait, c'est des grands balcons sur lesquels on sort les lits et qui aident à la guérison. Donc des modèles d'architecture spécifiquement soignante. On en a un autre qui est le sanatorium d'Incourt, qui là est implanté dans une forêt, c'est le Vexin français. Et donc c'est l'air des pins qui a aidé à la guérison. Et moi, ce qui m'a interpellée sur ce projet, sur ce bâtiment,
c'est l'extrême facilité avec laquelle il a été ensuite transformé pendant la guerre, enfin pendant l'occupation allemande, en centre, en camp d'internement pour des communistes, pour des femmes tziganes et pour des femmes juives, avant de les transférer vers Drancy, puis vers l'Est. Donc une architecture qui à la fois est capable d'un soin énorme et à la fois est capable de la plus grande des tyrannies. L'avant-dernier point, c'est le carrossérie, donc la critique et l'entretien. Donc là, il s'agit de remettre en question et de voir comment l'architecture peut s'adapter aux besoins. Donc on est dans donner de la place aux habitants pour ne pas se limiter en fait, à juste les inviter dans le processus de conception, mais faire en sorte que même une fois que le bâtiment est fini, ils puissent apporter des modifications facilement. Parce qu'en fait, avec les déménagements possibles, c'est très fréquent que, notamment dans le logement social ou dans des collectifs locatifs privés, les gens changent. Et donc, dès la programmation, il faut prendre cette décision de proposer un logement adaptable pour donner les chances qu'elle apparaisse à chaque phase successive, donc pendant la conception, pendant la construction, pendant l'occupation, pendant le renouvellement. Et donc que sur le long terme, cette possibilité de changement à l'intérieur du logement soit possible. Pour que ça marche, il faut proposer différents moyens d'adapter un même logement, différentes approches en fait, de l'adaptabilité. Le mieux, c'est que les moyens d'adaptation soient le plus simples possible, donc qu'une personne seule et non spécialiste puisse le faire grâce à des indications transmises dès l'installation par un médiateur ou par les gestionnaires. Là, je ferai un parallèle avec l'architecture de nos prix de Score Prize de l'année, Lacaton et Vassal, qui eux adoptent une attitude assez singulière dans le rapport entre l'usage et l'espace, puisqu'ils créent une structure immuable qui en fait est pleine de souplesse. Donc le bâtiment invite énormément à l'appropriation en étant d'une certaine manière inachevé. Dans l'école d'architecture de Nantes, la structure et les réseaux sont apparents. Ils permettent donc de s'y raccorder pour ajouter soit des nouvelles installations électriques fluides, soit de recréer, recloisonner certains espaces. Donc il y a cette grande enveloppe qui englobe le bâtiment, il y a certains espaces à l'intérieur qui sont isolés thermiquement et phoniquement, mais le reste est libre à l'aménagement de chacun. Sur le toit, il y a des tiges filetées qui sont protégées et qui attendent potentiellement une extension verticale. Donc c'est possible aussi de faire grandir le bâtiment. Les liaisons dans ce bâtiment entre l'intérieur et l'extérieur sont assez fluides parce qu'en fait il n'y a pas de rupture de niveau ni de rupture de matériaux, c'est du béton sur les sols de part et d'autre, il y a juste la menuiserie à franchir qui fait 2 cm. Donc voilà, donc un bâtiment assez souple dans son usage, qui permet beaucoup de choses, qui même pousse à l'appropriation, qui pousse au fait qu'on déplace le mobilier. Là, c'est un même espace et j'ai mis plusieurs moments différents. On déplace des choses, on déplace du mobilier, on déplace les panneaux de la façade et ça crée une spécialité différente. Il y a aussi des systèmes de rideaux. Donc là, c'est des usages qui n'ont pas été du tout planifiés, qui n'ont pas été pensés par les architectes, mais qui sont juste rendus possibles par les qualités spatiales. Ce que je montrais juste avant, on voit à droite 2 niveaux qui étaient conçus à la base pour être 2 niveaux de parking, et puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de studios de projet. Donc un niveau de parking a été très facilement transformé en studio de projet les premières années. Et on voit aussi que le sol, c'est de l'asphalte, ça continue la rue, ça monte, enfin c'est assez adaptable. Je voulais parler aussi de l'entretien. Parce qu'à l'inverse, une absence d'entretien, ça peut aussi devenir une stratégie pour certaines politiques vis-à-vis de l'espace. Là, c'est des images de l'Hôtel Dieu de Paris, qui est en assez mauvais état, et devant la difficulté à l'entretenir, parce que ça coûte très cher et parce que la PHP n'a pas forcément les moyens en face, ou ne veut pas les mettre, j'en sais rien. Mais, face à ça, les questions les manières de réagir qui sont trouvées sont parfois assez surprenantes parce que là, la PHP a décidé de
pour 50 ans, céder la moitié de l'hôpital à un promoteur, pas un promoteur, un acteur privé, pour qu'il occupe ces espaces. Donc il va y avoir des pop-up stores, des restaurants, galeries d'art, donc un espace plutôt touristique, et l'hôpital, lui, va devoir se concentrer dans la partie nord et densifier son usage. Et c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour permettre cet entretien qui est devenu très cher par manque d'entretien successif. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans la gestion des hôpitaux. Ici, à Saint-Maurice, la partie qu'on voit avec le plan en peigne là, et les patios, qui est Esquirol. Donc, Esquirol, c'est le fondateur de l'asile moderne tel qu'on connaît. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus vraiment comme ça, les hôpitaux psychiatriques, et le bâtiment n'a pas été entretenu, donc il devient assez problématique pour donner des soins. Donc la solution qui a été trouvée, c'est de céder une partie pour en faire du logement privé, et juste au-dessus, entre la ville de Saint-Maurice là, et l'endroit où il y a des petits arbres, de reconstruire un nouveau bâtiment. Donc ça, c'est des impasses dans lesquelles on arrive qui sont engendrées par ce manque d'entretien à un moment donné. Et enfin, pour finir avec le Caring With et les solidarités, donc comment on peut, sur le long terme, avoir un rapport entre l'architecte et son bâtiment et comment il évolue, comment les gens se l'approprient. J'ai décidé de montrer pour finir deux personnes, deux architectes qui vivent dans les bâtiments qu'elles ont conçus. Donc d'abord René Gaillustet, qui est une architecte qui est à tort principalement connue pour être l'associée de Jean Renaudy, alors qu'en fait c'était elle qui avait fondé l'agence à l'origine, mais qui est une architecte qui a beaucoup construit de logements en région parisienne. Ici on voit l'exemple d'Ivry, mais elle a construit aussi la Maladrerie à Aubervilliers, elle a construit un des îlots de la ZAC Basilique à Saint-Denis, il y a aussi la Cité Rateau qui doit être à la Courneuve, je crois que c'est à la Courneuve. Bref, donc une architecte qui construit ces architectures proliférantes avec des espaces, avec certains angles très aigus, d'autres très obtus, des doubles hauteurs, donc des espaces très particuliers. Et il se trouve qu'elle habite, elle habitait, parce que maintenant je crois qu'elle est décédée malheureusement, mais elle habitait dans un de ces bâtiments. Une autre architecte qui est très en lien avec René Gaillustet et qui habite aussi dans un de ces bâtiments, c'est Ivona Bukowska. Donc elle n'habite pas dans ce bâtiment-là, elle habite dans un autre bâtiment qu'elle a réalisé à Évry. Ça, c'est celui du Blanc-Ménil. Je voulais montrer celui-là parce que c'est une architecte qui a depuis très longtemps pris le bois comme un matériau dans sa construction à un moment où ce n'était pas forcément à la mode. Et donc elle en a fait son matériau de prédilection. Donc il se trouve qu'actuellement, ce bâtiment-là risque très fortement d'être en grande partie détruit. Voilà, pour moi, je vous ai juste remis 3 dates pour finir, puisque je vais intervenir dans un colloque à l'école d'archi de Clermont-Ferrand en décembre sur le prendre soin par l'architecture, la ville et le paysage. Une autre date, c'est celle du printemps 2022, puisque avec SCO et Cynthia Fleury, nous sommes co-commissaires d'une exposition qui se tiendra au pavillon de l'Arsenal sur soins et architecture. Et enfin, je dois intervenir aussi l'année prochaine dans le séminaire d'architecture de la chaire de philosophie à l'hôpital tenu par Éric de Troisy. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. Je suis preneuse si vous avez des questions, également si vous avez d'autres références que vous avez envie de partager avec nous.